On est reparti sur le plan. Alors, une fois que vous avez bien compris qu'on ne fait pas de liste, hein, d'accord? Qu'on cherche le problème, on identifie le problème, et après on pense à la construction de son plan. Bien. Maintenant que ces deux impératifs sont précisés, quand on cherche concrètement son plan, une fois qu'on a identifié la problématique, vous devez absolument raisonner dans cet ordre-là. Première question que vous devez vous poser, est-ce que je peux reprendre en grand 1, grand 2, les deux temps de la problématique? Ce qui me ferait grand 1, idée du premier temps de la problématique, grand 2, idée du deuxième temps de la problématique. Ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure avant qu'on parte. Donc ça nous ferait en gros grand 1 le point de résistance et grand 2 le mouvement. Parfois, ça passe. Parfois, ce plan-là, ça passe. Mais le plus souvent, ça ne passe pas. Pourquoi, à votre avis? L'impératif de proportion, peut-être, non? Le mouvement, ce qui bouge, c'est parfois plus actuel et plus substantiel que ce qui résiste. D'accord? Le plus souvent, reprendre les deux temps de la problématique vous conduirait à une disproportion de fond. Et ça, il faut toujours que notre plan soit proportionné. D'accord? Donc le plus souvent, ça ne passera pas. Mais il se peut sur certains sujets que d'un côté, il y a un mouvement, et que de l'autre côté, il y ait une résistance active au mouvement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de rester figé, mais il y a le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, parfois la Cour de cassation, qui interviennent pour défendre activement et de façon actuelle le point de résistance au mouvement. C'est ce qu'on voyait sur la non-rétroactivité, par exemple. Vous voyez, le mouvement sur la non-rétroactivité, c'est qu'on lui porte de plus en plus d'atteinte, mais ce principe, il est quand même drôlement protégé, parce qu'on voit qu'on a le Conseil constitutionnel en 2008 qui réplique, en 2009 la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation aussi à bien des égards pour le protéger des atteintes qui lui sont portées. Donc là, on a une résistance active. Quand vous avez comme ça une résistance active au mouvement, ça vous permet d'avoir des éléments d'actualité dans grand 1 et dans grand 2, et là, vous pouvez reprendre les deux temps de votre problématique. D'accord? Quand on peut le faire, on le fait. Quand on peut le faire, on le fait. On a le plan, c'est bien, on ne touche plus à rien. D'accord? Mais le plus souvent, on ne peut pas le faire. Ça représente à peu près un sujet sur 4. Une fois sur 4, les deux temps de la problématique, ça passera. Et surtout, on ne bricole pas pour pouvoir reprendre les deux temps de la problématique. OK? Parce que ça va se voir, la disproportion, de toute façon. Bien. Si on ne peut pas le faire, on se pose une deuxième question. Deuxième question. Est-ce que je peux reprendre les sous-temps de ma problématique? Deuxième question, est-ce que je peux reprendre les sous-temps de ma problématique? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'étaient les sous-temps. Votre deuxième temps de problématique, vous avez bien compris, ça va être le mouvement. Il se peut que votre mouvement emprunte deux voies, bien distinctes l'une de l'autre. C'est ça, les sous-temps de la problématique. Les sous-temps de la problématique, ce sont les deux voies différentes qu'emprunte votre mouvement. Voyez, par exemple, dans un sujet sur la récidive, la problématique majeure, ça serait ordre public, liberté. D'accord? On renforce considérablement pour protéger l'ordre public le dispositif de lutte contre la récidive, mais d'un autre côté, attention à ne pas trop contrevenir aux droits et libertés des individus mis en cause. Ça va? Bien. Ce mouvement de renforcement du dispositif de lutte contre la récidive, il emprunte deux voies. Il emprunte la voie d'abord d'un renforcement des moyens destinés à prévenir la récidive, on intervient avant la récidive, et il emprunte ensuite la voie d'un mouvement qui consiste à réprimer de plus en plus sévèrement la récidive d'ores et déjà réalisée. Donc d'un côté, on prévient de plus en plus la récidive, de l'autre côté, on la réprime également de plus en plus. Ok? Grand 1, la prévention accrue de la récidive, grand 2, la répression renforcée de la récidive. Les deux sous-temps de la problématique. Ça va? Donc les sous-temps de la problématique, ça représente encore à peu près un sujet sur 4. Donc on a déjà le plan sur la moitié des sujets. On a déjà le plan sur la moitié des sujets. Et là vous allez me dire, oui mais tu sais, nous on va tomber sur l'autre moitié. On n'a pas de chance et qu'on est très angoissé. Alors
C'est ce qu'on fait sur l'autre moitié, c'est super simple. Sur l'autre moitié, c'est super simple. Déjà, il faut renoncer à quelque chose, les uns et les autres. Il faut que vous renonciez à réinventer le droit pénal en temps limité. Ok? Vous n'êtes pas les... Enfin, peut-être, hein, mais si c'est le cas, c'est pas là que ça va se voir. Vous n'êtes pas les nouveaux génies de la matière. Hein? Si vous l'êtes, c'est pas le lieu pour le montrer. On vous demande quelque chose. Vous savez, la bonne copie de l'ENM, c'est celle qui se rapproche le plus possible du corrigé type. D'accord? C'est pas celle qui invente un truc démentiel. Vous voyez, celui qui invente un truc démentiel, il a de fortes chances de finir en poète maudit. Hein? Genre, on vous aime bien, mais une fois que vous êtes mort. Hein? Vous voyez? Hein? Donc, on ne cherche pas à épater le correcteur. D'accord? Pas un raisonnement qui plane à 12 000. Non, on fait un truc propre qui, si possible, s'approche du corrigé type. Et les corrigés types, ils réinventent pas le monde non plus, hein, un petit peu d'humilité. Les corrigés types, ils réinventent pas le monde. Les corrigés types, ils fonctionnent sur les grandes oppositions binaires du droit pénal qu'on connaît depuis toujours. Vous savez, en droit pénal, il y a plein d'oppositions qui vont par deux, hein, qu'on utilise depuis des siècles et qui ont fait leurs preuves. Bon, on attend de vous tout simplement que vous utilisiez ces oppositions-là pour concevoir vos plans. Et il faut arrêter avec ces plans prétentieux. Mais alors, c'est terrible parfois parce que c'est d'une prétention incroyable et derrière il y a zéro fond. Et vraiment là, on se dit, non, d'une part, le fond qui est pas là, c'est ennuyeux, mais en plus on se dit, en plus ça se la pète, quoi. Voyez, non, soyez sobre, soyez simple dans la conception du plan. Un plan derrière, un plan c'est bien joli, un plan faut savoir le tenir, d'accord? Hein? Un bon plan, c'est un plan qu'on tient bien jusqu'à la dernière ligne. Hein? C'est pas la peine d'avoir des idées révolutionnaires si c'est pour vous écrouler au bout de 4 lignes. Hein? Donc restez simple, restez sur des plans que vous pouvez tenir jusqu'au bout et qui seront ceux du corrigé type. Donc on connaît les oppositions binaires du droit pénal et quand on trouve celles, on les passe en revue et quand on trouve l'opposition binaire du droit pénal qui répond sur notre notion sujet à l'impératif de proportion, et bien là, par l'emploi d'un vocabulaire adapté au sujet, d'accord, on adapte son intitulé à sa notion sujet. Et puis point, c'est fini. Un plan sur une dissertation, quel que soit le sujet, en 3 minutes, en principe, c'est trouvé. En 3 minutes. Hein, vraiment, pas de créativité, hein, c'est pas l'école du cirque, hein, d'accord, hein, vous faites du droit, c'est pas funky le droit, hein. Ok, c'est juste un truc où on range des faits dans des catégories juridiques. Donc pas de créativité, maîtrise des oppositions binaires, utilisation des oppositions binaires et on les tient bien jusqu'au bout. Alors c'est quoi les oppositions binaires du droit pénal? La première d'entre elles, vous la connaissez, c'est l'opposition incrimination-répression. Vous savez, vous pourrez chercher longtemps, vous aurez du mal à trouver plus utile et plus efficace qu'incrimination-répression, hein. Hein, ça a fait ses preuves. À ce stade-là, j'en ai toujours un qui intervient généralement pour dire mais quand même, c'est pas trop simple, incrimination, répression, parce que moi je préfère les trucs un peu plus compliqués, tu comprends. Non, c'est pas trop simple, non. On va essayer d'en faire un, de le tenir jusqu'au bout, en respectant les choses, c'est-à-dire en mettant dans l'incrimination des choses qui relèvent effectivement de l'incrimination, dans la répression des choses qui relèvent effectivement de la répression. Vous voyez, déjà quand on en sera là, ça sera bien. Des choses toutes bêtes, comme ça, on va adapter son intitulé au mouvement sur l'incrimination, au mouvement sur la répression, et c'est parfait. Enfin, vous aurez du mal à faire mieux, hein. Vous aurez du mal à faire mieux. Et alors, regardez, les incriminations, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à les élargir ou à les restreindre, à votre avis? À les élargir. La répression, on a plutôt tendance à l'adoucir ou on a plutôt tendance à la renforcer? À la renforcer. Bah oui, mais même sous la gauche, on la renforce, vous savez, hein, faut pas se leurrer. Bien. Donc, incrimination élargie de la notion sujet, répression renforcée de la notion sujet. Hein? Regardez, vous avez un sujet sur la criminalité organisée. Au grand 1, l'incrimination élargie de la criminalité organisée. Grand 2, la répression renforcée de la criminalité organisée. Vous avez un sujet sur le terrorisme. Grand 1, l'incrimination élargie du terrorisme. Grand 2, la répression renforcée du terrorisme. Vous avez un sujet sur
Que sais-je encore? Les infractions sexuelles. Grand 1, l'incrimination élargie des infractions sexuelles. Grand B, la répression renforcée des infractions sexuelles. Vous avez un sujet sur les appropriations frauduleuses? Grand 1, l'incrimination élargie des appropriations frauduleuses. Grand 2, attention, c'est un énorme piège, la répression modulée des appropriations frauduleuses. Il y a plein de sujets où l'incrimination-répression s'impose. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Incrimination-répression, il y a plein de plans que vous allez construire sur ce modèle-là. Tout plein. Hein, et c'est très bien, parce que figurez-vous que bien souvent, le corrigé-type, il est conçu sur le modèle incrimination-répression. Ça va? Donc, incrimination-répression, allez-y, c'est une valeur sûre, mais tenez-le bien. Autre grande opposition du droit pénal. Oui. Là, vous dites qu'il ne faut pas nécessairement tout habiller les titres pour essayer de cacher. Maintenant, il faut le montrer. Ah non, il faut le montrer. Qu'est-ce que vous appelleriez habiller, par exemple? Un domaine de l'infraction élargi, une peine alourdie. Ben non, parce que le domaine, c'est pas tout à fait l'incrimination, et puis la répression, c'est pas que la peine. Non, attention, hein, on est incrimination et répression, on est sur le vocabulaire de la matière. D'accord? Donc, tant qu'à faire, autant montrer qu'on maîtrise la terminologie de la matière. Non, incrimination, répression, il faut que ça apparaisse en gros, et warning dessus. Hein? Correcteur, je parle la même langue que toi. Nous allons nous comprendre. Hein, c'est ça le message qu'on envoie. Hein. Et c'est pas je maquille, je dissimule. Vous savez, poète maudit. D'accord? Hein. Non, on montre qu'on connaît ces classiques, hein, et qu'on sait les utiliser. Autre grande distinction. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, de réussir le ENM. Hein. Franchement, non. Hein? Non, regardez, ayez la curiosité d'aller regarder les meilleures copies du concours. Ayez la curiosité d'aller les regarder. Quels sont les plans qui sont utilisés par les candidats qui ont des 16, des 17, etc. Vous avez vu des plans, vous compreniez rien? Non, c'est incrimination-répression, le plus souvent. Bah oui, parce que c'est le plan du corrigé-type. Hein? Bon. Allez, sévérité-clémence. Autre opposition majeure, sévérité-clémence. Vous voyez, parfois on est méchant, parfois on est gentil. Le plan gentil-méchant, ça passe souvent. Hein. Grand 1, sévérité à l'égard de la notion sujet. Grand 2, clémence à l'égard de la notion sujet. Ou l'inverse, si vous voulez. Par contre, incrimination-répression, c'est toujours dans ce sens-là. Hein. Parce qu'on est bien d'accord qu'on incrimine avant de réprimer. Non, mais il y en a qui sont capables de faire l'inverse. Pour ça, je me permets de préciser. Sévérité-clémence, il n'y a pas d'ordre défini. Bien. Le sévérité-clémence, ça passe toujours. Hein, notion sujet, source de sévérité, notion sujet, source de clémence. C'est très bien, ça. C'est très bien. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Voyez, par exemple, imaginez un sujet qui s'intitulerait l'application des peines. Après ça, on a le droit d'avoir du vocabulaire aussi et de l'adapter au champ lexical de son sujet. Le droit de l'application des peines à partir de 45. De 45 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour être gentil ou c'est plutôt pour être méchant qu'on développe le droit de l'application des peines? Voilà, c'est plutôt pour être gentil. L'idée, c'est attends, t'es en prison, je vais te permettre de sortir pour pas rompre le lien social, pour continuer à avoir ta famille, tes amis, je vais te permettre d'avoir un employeur à l'extérieur. C'est plutôt pour être sympa, quoi. Hein. Mais de plus en plus, depuis le début des années 2000, ça devient quoi, le droit de l'application des peines? Ça devient, je vais essayer de détecter parmi mes condamnés les malades mentaux. Et ceux-là, je vais les neutraliser à vie. Vous voyez, c'est ça, l'idée. L'idée, elle est là. C'est-à-dire que, traditionnellement, c'est un outil de clémence, de réinsertion. Et de plus en plus, l'application des peines devient un outil de sévérité, de neutralisation. Grand 1, l'application des peines traditionnelle, outil de réinsertion. Grand 2, l'application des peines, nouvel outil de neutralisation. C'est jamais rien d'autre que la sévérité, clémence. Hein. Vous faites le lien après avec les problématiques, enfin la liste des problématiques qu'on a faites
auparavant. Par exemple, conception du titre. Dans le choix du plan, non. Non, non. Dans le choix de l'opposition, alors, sauf la première question, on se pose, on teste toujours d'abord si les deux temps de la problématique passent en grand 1, grand 2. Hein. Sous cette réserve-là, après ça, mes intitulés de partie n'ont rien à voir avec mes temps de problématique. Ça sera le rôle des idées directrices de sous-partie, de faire le rattachement. Hein. Pas des intitulés. D'accord? Ça va? Parce qu'il faut que vous le notiez pour l'apprendre, comme les autres. Oui, oui, bien sûr. Ça sera grand 1, l'application des peines traditionnelles, outil de réinsertion. Grand 2, l'application des peines, nouvel outil de neutralisation. Hein, vous voyez, mais on peut le faire sur plein de sujets. Imaginez par exemple un sujet sur le trouble mental. Bah, le trouble mental, traditionnellement, c'est plutôt un facteur de clémence ou plutôt un facteur de sévérité de la part du droit pénal? Clémence, mais de plus en plus, ça devient quoi? Ben voilà, grand 1, le trouble mental, traditionnel facteur de clémence, grand 2, le trouble mental, nouveau facteur de sévérité. Et c'est plié, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Bien. Autre grande opposition que vous pouvez utiliser sur 1, 2, auteur-victime. En droit pénal, il y a l'auteur puis il y a la victime. Imaginez un sujet qui s'intitule le mineur en droit pénal. Ben, d'un côté, on a le mineur auteur, et puis de l'autre, on a le mineur victime. Alors, le mineur auteur, on est gentil ou on est méchant? On est méchant. Le mineur victime, on est gentil ou on est méchant? On est gentil. Grand 1, la pénalisation du mineur auteur. Grand 2, la protection du mineur victime. Vous voyez, intitulés simples, qui veulent dire des trucs, quoi. On peut faire exactement la même chose avec un sujet qui s'intitulerait, je sais pas moi, personne morale et droit pénal. D'un côté, on pénalise la personne morale auteur, de l'autre côté, on protège la personne morale victime. Ça va? Vous pouvez faire la même chose avec un sujet totalement différent qui s'intitulerait le consentement en droit pénal. Avec la question du consentement de l'auteur d'abord, et puis ensuite les interrogations sur le consentement de la victime ensuite. Je ne vous dis pas que c'est les plans qu'on retiendra sur ces sujets-là, hein, mais ça fait partie des plans concevables auxquels on peut songer, sans problème. Autre grande opposition, grand 1, la notion sujet, facteur d'application du droit pénal, grand 2, la notion sujet, obstacle à l'application du droit pénal. Hein, il arrive qu'une notion, bah, effectivement, impulse l'application du droit pénal, et que cette même notion, dans d'autres cas, bah, vienne faire obstacle à l'application du droit pénal. Vous auriez des exemples de sujets qui marcheraient sur facteur d'application, obstacle à l'application du droit pénal? Ben voilà, très bien, la famille en droit pénal, ça peut marcher. Très bien, très bien. Hein, grand 1, la famille, facteur d'application du droit pénal. Grand 2, la famille, obstacle à l'application du droit pénal. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait sur ce sujet-là. Hein, facteur obstacle sur la famille, très bien. D'autres exemples, la maladie. Hein, tantôt, la maladie est un facteur d'application du droit pénal. Dans d'autres cas, la maladie est un obstacle à l'application du droit pénal. Sur le consentement, ça marche aussi. Hein. Parfois, le consentement va être un facteur d'application du droit pénal. Et dans d'autres cas, le consentement va être un obstacle à l'application du droit pénal. Vous voyez, la vie privée, ça peut marcher aussi. Hein, la vie privée qui, tantôt, est un facteur d'application du droit pénal et qui, dans d'autres cas, est un obstacle à l'application du droit pénal. Ça va? Hein? Facteur, obstacle. Parfait, ça. Parfait. Autre grande opposition. L'opposition interdit-autorisé. Hein? Grand 1, la notion sujet prohibé par le droit pénal. Grand 2, la notion sujet admise par le droit pénal. Ou l'inverse, hein, si vous voulez. Hein. Hein, parfois, il y a des notions que le droit pénal prohibe dans certains cas, mais admet dans d'autres cas. Regardez un sujet sur l'omission.
en droit pénal? Eh bien, parfois l'omission est prohibée par le droit pénal, mais dans bien d'autres cas, l'omission est admise par le droit pénal. D'autres exemples qui pourraient marcher avec admis prohibé? Très bien, le secret. Le secret, ça passe un admis prohibé, hein? D'accord? Là, on fera à l'inverse. Grand 1, le secret admis par le droit pénal. Grand 2, le secret prohibé par le droit pénal. Alors, on a le droit d'avoir du vocabulaire, là encore. Quand le droit pénal admet le secret, le droit pénal le protège. Quand le droit pénal prohibe le secret, le droit pénal le divulgue. Grand 1, le secret protégé par le droit pénal. Grand 2, le secret divulgué par le droit pénal. C'est jamais rien d'autre. C'est jamais rien d'autre qu'un admis prohibé. Ça va? Sur le secret aussi, je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait. Autre grande opposition qui va pouvoir être utile pour fonder un plan. Grand 1, la protection accrue de la notion sujet. Grand 1, la protection accrue de la notion sujet. Grand 2, la protection ambiguë de la notion sujet. Et la dignité, par exemple. Hein, la protection dont la dignité fait l'objet est certes accrue, mais on remarque qu'elle est aussi très ambiguë. Ça va? Hein, protection accrue, protection ambiguë. La vie, en droit pénal, la vie fait l'objet d'une protection accrue, mais à certains égards, la protection de la vie par le droit pénal est aussi très ambiguë. Ça va? Donc protection accrue, protection ambiguë, c'est bien, hein? Pas de problème. Pas de problème. Autre grand plan, grand 1, la promotion de la notion sujet. Grand 1, la promotion de la notion sujet. Grand 2, l'encadrement de la notion sujet. Promotion, encadrement, ça c'est du grand classique, notamment en procédure pénale. Exemple? Pas mal, mesure de sûreté, pas mal. Vous aviez un autre exemple là-bas? Non? Les contrôles d'identité. Mais oui. Et oui, grand 1, la promotion des contrôles d'identité, grand 2, l'encadrement des contrôles d'identité, ça passe. Hein. La garde à vue, on peut faire pareil, hein. Promotion, encadrement, ça marche aussi. Hein. La coercition, promotion, encadrement, promotion de la coercition, encadrement de la coercition, ça marche très bien aussi. Ça va? Autre grande distinction. Autre grande distinction, faut pas hésiter à utiliser, le cas échéant, le plan domaine-régime. Grand 1, le domaine de la notion sujet. Grand 2, le régime de la notion sujet. Domaine, régime. Alors, il faut juste savoir ce que ça signifie. Hein, c'est trop facile, domaine, régime. Mais au fait, c'est quoi le domaine? C'est quoi le régime? Le domaine, c'est où ça s'applique. Où. Le régime, c'est comment ça s'applique. Le plan où, comment, avec un mouvement, c'est très bien. Hein. Domaine, régime, c'est parfait. Regardez par exemple, que je peux vous donner, la faute et les délits non intentionnels. Hein, c'est quand même le gros bordel sur la faute et les délits non intentionnels, non? Grand 1, c'est le bordel sur le domaine, et puis grand 2, c'est le bordel sur le régime aussi. Hein. Grand 1, des incertitudes quant au domaine d'application de la faute non intentionnelle. Grand 2, des ambiguïtés quant au régime de la faute non intentionnelle. C'est très bien ça. L'impartialité. Grand 1, incertitude quant au domaine de l'exigence d'impartialité. Grand 2, ambiguïté quant au régime de l'exigence d'impartialité. Les droits de la défense, ça marche aussi. Les droits de la défense.
Grand 1, une extension du domaine d'application des droits de la défense. Grand 2, un renforcement du régime des droits de la défense. Ça va? Tous les sujets grand droit, grande liberté, dites-vous, droit de la défense, ça pourrait être aussi le procès équitable, ça pourrait être l'égalité en procédure, tous les sujets grand droit, grande liberté, généralement, il y a leur domaine qui s'étend en même temps que leur régime qui se renforce. Vous voyez, tous ces sujets un petit peu d'inspiration européenne. Hein, on est dans le domaine, on renforce le régime. Et puis souvent, généralement, c'est générateur de gros bordel, parce que nous, on n'est pas prêt à ça. Hein, donc ça peut générer des incertitudes et des ambiguïtés. Ça va? Hein, bref, tout ça pour vous dire que le domaine régime, faut pas hésiter, hein, ça sera toujours mieux que vos trucs qu'on ne comprend pas. Hein. Autre plan que vous pouvez utiliser les yeux fermés, un plan qui est utilisable sur tous les sujets acteurs, hein, du droit pénal ou de la procédure pénale. Grand 1, le rôle actif de la notion sujet. Hein, un acteur du droit pénal ou de la procédure pénale a toujours un rôle actif parce qu'on va lui octroyer des prérogatives, des pouvoirs, qu'on va lui demander d'utiliser. D'accord? Mais comme on est dans un état de droit, grand 2, l'encadrement du rôle de la notion sujet. Un rôle actif, un rôle encadré. Très bien, rôle actif, rôle encadré. Vous avez un sujet sur la police judiciaire. Grand 1, le rôle actif de la police judiciaire. Grand 2, l'encadrement du rôle de la police judiciaire. Vous avez un sujet sur, je sais pas moi, le pouvoir exécutif en droit pénal. Grand 1, le rôle actif du pouvoir exécutif. Grand 2, l'encadrement du rôle du pouvoir exécutif. Ça va ? Rôle actif, rôle encadré, ça passe pour quasiment tous les sujets acteurs. Hein, ça passera, alors c'est pas le temps de plan qu'on retiendra sur ce sujet-là, mais ça passerait aussi pour le ministère public, un rôle actif, un rôle encadré. Hein, ça pourrait passer pour la victime également, un rôle actif, un rôle encadré. Autre grande distinction, c'est une distinction qui va valoir pour les sujets très larges, très transversaux. Grand 1, l'appréhension de la notion sujet par le droit pénal. Grand 2, l'appréhension du droit pénal par la notion sujet. Vous voyez, par exemple, un sujet sur le contrat en droit pénal. Bah, parfois, c'est le droit pénal qui vient appréhender le contrat, et dans d'autres cas, c'est le contrat qui vient appréhender le droit pénal. Grand 1, le contrat pénalisé. Grand 2, le droit pénal contractualisé. Ça va? Hein, un coup, ça va dans un sens, un autre coup, ça va dans l'autre sens. Autre grande distinction, ça va être une distinction que vous allez pouvoir utiliser sur la plupart des sujets grands principes, hein, avec un grand 1, le déclin apparent de la notion sujet, et un grand 2, la persistance avérée de la notion sujet. Et alors là, c'est dans ce sens-là, forcément, déclin apparent, persistance avérée. D'abord, une raison de fond, je vous explique. D'abord, une raison de fond, parce que tous les grands principes dans notre droit déclinent de façon apparente, parce que des atteintes leur sont portées par le législateur, par la jurisprudence. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas un grand principe qui ne subisse pas d'atteinte. Un grand principe, c'est là pour ça. D'accord ? Bien. Mais précisément, puisque l'on parle de grands principes, ces grands principes sont protégés. Ils sont protégés par la CEDH, ils sont protégés par le Conseil constitutionnel, ils sont protégés par la Cour de cassation. Et finalement, quand on regarde bien, tous ces grands principes contre la perte desquels la doctrine pousse des hauts cris, ben, ils sont protégés depuis bien longtemps par les instances supérieures.
Sur la non-rétroactivité, déclin apparent du principe de non-rétroactivité, grand 1, persistance avérée du principe de non-rétroactivité, grand 2. On pourrait le faire sur la légalité aussi, grand 1, le déclin apparent de la légalité, grand 2, la persistance avérée de la légalité. Et ça marche aussi, hein. Ça va? Et par ailleurs, là où j'insiste particulièrement sur le fait que ce soit dans ce sens-là, c'est aussi parce qu'il faut à tout prix, que vous échappiez à ce plan calamiteux principe-exception. C'est ce que la plupart d'entre vous ont fait sur le principe, la non-rétroactivité. Grand 1, le principe de la non-rétroactivité. Grand 2, les exceptions au principe de la non-rétroactivité. Je suis un petit lapin tout blanc qui se promène dans la prairie et je vais te parler d'un principe qui subit des atteintes. Parce que c'est chiant, vos copies. C'est chiant à mourir, quoi. C'est chiant à mourir parce que vous passez un grand 1 à ne rien dire. Passez tout un grand 1 à dire, bah, il y a un principe de non-rétroactivité. Puis voilà, quoi, il y a un principe, donc comme il y a un principe, bah, le juge l'applique. Alors, d'abord, je vais t'expliquer que la non-rétroactivité, on est obligé de l'appliquer parce que ça vient de la légalité, donc je vais te faire un grand A sur la légalité. Voilà. C'est hors sujet, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Je vais le faire quand même, parce que j'ai que ça à dire dans mon grand A, moi. Hein, faut pas déconner non plus. Et puis, grand B, bah, comme il y a un principe, bah, le juge l'applique. Grand 2, l'application par la jurisprudence, hein, du principe. C'est creux. Et puis après ça, on arrive au grand 2, et là, bah, vous sortez tout le sujet. Tout le sujet est dans le grand 2. Et sauf que quand on arrive au grand 2, bon, on n'est déjà plus là, mais vous imaginez pas les crises de nerfs que vous suscitez en face. Vous imaginez pas. On ne peut pas, sur un concours de cette catégorie-là, d'accord, mais même pour greffier en chef, ça marche pas, hein, d'accord. À la rigueur, si vous voulez passer le concours de gardien de la paix, il y a peut-être une chance que le principe exception passe. Vous voyez? Mais sur un concours catégorie A+, c'est pas possible, principe exception. C'est pas possible. D'une part parce que sur le fond, ça tient pas, d'accord? Et puis, d'autre part, parce que c'est un descriptif absolu. C'est un descriptif absolu. Tandis que, regardez, ça tient à peu de choses si vous inversez la tendance. Si au lieu de faire principe-exception, vous faites exception-principe. Un déclin apparent, j'ai l'impression que ça décline, mais en fait, grand 2, je me rends compte que ça décline pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous faites principe-exception? Ce que je vous disais tout à l'heure, grand 1, bah, il y a un principe, et puis grand 2, bah, il y a toutes mes exceptions. Tandis que, regardez, moi, ce que je fais, grand 1, le déclin apparent du principe, je commence par dérouler toutes les exceptions, toutes les atteintes qui ont été portées au principe. Et dans le grand 2, la persistance avérée, je ne me contente pas de dire, bah, il y a un principe, hein, de non-rétroactivité, tu comprends? Non, dans le grand 2, je montre la façon dont on a résisté aux atteintes. D'accord? Donc, s'il y a de l'activité dans le grand 1, il y a de l'activité dans le grand 2. Ça va? Hein? Donc là, cet ordre-là, c'est très important. Oui? On peut aussi faire, garder le principe d'exception et mettre de l'activité dans le grand 1. Bah, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, d'exposer la façon dont on a répondu aux atteintes avant d'avoir exposé ces atteintes. Il faut quand même que le propos conserve une logique et une cohérence d'ensemble. ça permet d'être actif, alors que sinon on risque d'être passif en étant passif. Absolument, sinon le problème que vous avez si vous faites dans l'autre sens, c'est que votre grand 1 est chiant à mourir. Vous voyez? Et dans ce cas-là, vous savez, quand on a une partie qui ennuie le correcteur, il est assez rare qu'il passe à la suivante. Voilà. Bien. Autre grande distinction, là on attaque sur les sujets qui sont plus orientés procédure pénale. Inquisitoire, accusatoire, ça passe très bien dans un plan. Hein. Inquisitoire, accusatoire, dans un plan, ça passe très très bien, il ne faut pas hésiter. Hein, faut-il supprimer le juge d'instruction? Ou alors l'utilité du juge d'instruction? Grand 1, le juge d'instruction, un personnage essentiel dans une procédure inquisitoire.
Grand 2, le juge d'instruction, un personnage secondaire dans une procédure accusatoire. Vous pouvez également construire un plan sur les grandes phases de la procédure pénale. Hein. Grand 1, l'influence de la notion sujet sur l'engagement des poursuites. Grand 2, l'influence de la notion sujet sur l'issue des poursuites. Influence de la notion sujet sur l'engagement des poursuites, influence de la notion sujet sur l'issue des poursuites. Ça, c'est très bien aussi. Hein. Par exemple, la contractualisation de la procédure pénale. Grand 1, la contractualisation de l'engagement des poursuites. Grand 2, la contractualisation de l'issue des poursuites. Ça va? Donc, voilà, on a fait le tour. Votre plan, ça sera forcément un de ceux-là. Voilà, dites-vous ça. Dites-vous ça. Moi, je n'ai jamais vu le sujet, et vous verrez que tous ceux qu'on traitera, hein, tous les sujets d'anal, tous les corrigés auxquels vous avez accès, sont toujours corrigés sur le modèle d'un de ces plans-là. D'accord? Le plan du sujet qui vous sera proposé au concours figure parmi ceux-là. Le plan du corrigé type. Votre boulot, c'est de trouver lequel. D'accord? Mais s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de ça. Il n'y a pas une vérité sur un plan. Parmi ces plans-là, parfois, il y en a plusieurs qui caleront. Vous prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Hein? Mais ne vous éloignez pas de ça, car la priorité numéro 1, c'est que le plan soit compris par le correcteur, y compris si le correcteur n'est pas très concentré. D'accord? Vous savez, quand on ne comprend pas votre plan à la première lecture, il n'y a pas de deuxième lecture. Et c'est pas la peine de revenir avec oui, mais je comprends pas pourquoi j'ai eu une mauvaise note, parce que quand même, regarde, mon plan, il est intelligent, hein, t'as vu, là, je voulais dire ça, et là, je voulais dire ça, je comprends pas. Si je le comprends pas, c'est tant pis pour vous. C'est vous qui postulez, hein, c'est pas le correcteur, d'accord? Donc, l'effort pour la compréhension du correcteur, c'est vous qui le fournissez. N'attendez pas des autres qui fournissent l'effort vers vous. Hein? Donc, votre premier travail, c'est dans la construction d'être clair, d'être limpide pour le correcteur. Parce que je vous assure que si vous n'êtes pas compris du premier coup, ce sera fini pour vous. Sur l'épreuve, hein, peut-être pas sur la totalité du concours, mais sur l'épreuve en tout cas, il faut absolument être compris tout de suite. Bien. Et donc, ne vous éloignez pas de ça, ne vous dites pas, alors parfois il y a cette espèce de rumeur là qui consiste à dire « Oui, mais nous a dit que fallait être original. Et donc faire un plan qui ressemble à rien. » Qui vous dit ça? Qui vous dit des choses comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. L'originalité, elle est dans la rigueur, dans la bonne maîtrise de la matière. C'est ça qui fait l'originalité. Hein? La plupart des gens sur ce concours-là, ils font n'importe quoi. On leur demande des choses simples et ils compliquent inutilement des choses simples. Et c'est pour ça qu'ils plantent. D'accord? Donc, véritablement, l'originalité, c'est pas là-dessus qu'elle se joue. Hein. Déjà, ayez une problématique, ça sera original. Hein, par rapport à tous les couillons qui vont terminer leur intro en disant quelle est donc la place du sujet en droit pénal alors hein, ça déjà ça sera original. Un plan propre ça sera original aussi. Parce que dites-vous que pour les 3/4 des candidats on ne comprendra rien au plan. D'accord et puis un propos bien construit avec de belles idées directrices de sous-partie ça sera original également. C'est là-dessus que ça se joue. Et véritablement, lisez les meilleures copies du concours, hein, qui sont accessibles sur le site de l'ENM. Enfin, je ne sais pas si elles le sont encore, mais lisez-les et vous allez voir que ce ne sont pas des copies, géniales, quoi. Non? C'est pas impressionnant quand on les lit, on se dit, ouais, j'aurais pu le faire en fait. Hein, ça paraît accessible, c'est accessible. C'est accessible, simplement, faut pas se la péter, quoi. Faut rentrer dans la salle, le jour J, hein, en laissant toutes ces névroses à la porte. D'accord? On rentre dans la salle, on laisse ces névroses à la porte, hein, et puis on se dit, attends. Ce qu'on me demande, c'est simple. Tu me parles d'un truc que je connais, je vais devoir t'en parler en 2 parties, 2 sous-parties, avec un plan simple que tu vas comprendre. Une problématique en intro que je connais forcément, et c'est plié. Et c'est plié, c'est vraiment pas compliqué. Faut juste pas que vous alliez planer à 10 000.
Hein, parce qu'on a deux écueils. Hein, on a deux écueils. Ce qui fait les mauvaises notes à l'ENM, c'est deux choses. C'est deux choses. Ça peut être deux choses. Ça peut être la première chose, la copie du gnangnan. Hein. Alors, la copie du gnangnan, c'est celle que je vous décrivais au tout début, de la personne qui, de bout en bout, se contente de réciter. Genre ceux qui, sur la non-rétroactivité, partent sur grand 1, le principe, grand 2, les exceptions. Hein, ça, c'est la grosse nunuche, quoi. Hein. Bien. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et à côté de ça, il y a l'extrême inverse, qui peut faire une très mauvaise note aussi, enfin, qui fera une très mauvaise note aussi. Il y a la copie du « Attends, je vais me la péter à fond ». Hein, je vais te faire un plan, tu vas rien comprendre. Sauf que vous savez, quand on comprend rien, c'est assez rare que le correcteur se dise « Oh là là, je comprends rien », c'est que ça doit être très intelligent. Hein, voilà. Généralement, quand le correcteur comprend pas, il dit « C'est nul ». C'est nul. Hein. Et n'oubliez jamais, plus votre copie s'approchera du corrigé type, meilleure sera la note. Et le corrigé type, il n'ira pas chercher loin en termes de construction. Hein. Ça, je vous l'assure. Bien. Une fois qu'on a un, deux... Oui, pardon. Si le sujet commençait par la réforme de... Oui. À ce moment-là, quel plan type j'ai essayé au fil des énumérations que vous donniez, je sais pas... Ça dépend à quelle notion vous l'appliquez. Parce qu'il n'y a pas de plan type, la réforme de... Tout dépend à quoi ça s'applique. Par exemple, la réforme de la garde à vue, par exemple. Ce serait sévérité, clémence. Enfin, comment aborder ça Non, on fait un avant, un après. Non, on part pas sur avant-après. Si votre sujet c'est la réforme de la garde à vue, Voilà. hein, la réforme de la garde à vue. On va garder notre trame de fond. La pièce maîtresse du sujet c'est la garde à vue, d'accord. La réforme c'est la fioriture qu'il y a autour. La pièce maîtresse du sujet c'est la garde à vue. Un sujet sur la garde à vue tout court, vous le construisez comment? Promotion de la garde à vue, encadrement de la garde à vue. Hein, on va le faire comme ça. Bon, la réforme de la garde à vue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend à assouplir les libertés, enfin garantir les libertés de Oui, la garde à vue. oui. Donc ça va un encadrement renforcé de la garde à vue et une promotion limitée de la garde à vue par la réforme. Vous voyez, vous gardez votre trame de départ, promotion limitée de la garde à vue, encadrement renforcé de la garde à vue. Voilà, voilà. Quand vous avez un sujet à la réforme de, prenez en pièce maîtresse pour déterminer votre plan. Pour caler votre plan, vous prenez en pièce maîtresse la notion sujet en elle-même. Et après ça, demandez-vous quel plan vous retiendriez sur la notion sujet. Partez sur un des grands plans classiques. Et après ça, j'arrive. Et après ça, vous imprimez ce que la réforme a fait. Hein, la réforme, elle a dit, attention, la garde à vue, on n'y a plus recours comme on y avait recours auparavant. On limite les infractions pour lesquelles c'est possible. On exige que les policiers fassent état de raison pour justifier un placement en garde à vue, etc. Donc, vous voyez, on en limite quand même la promotion antérieure. Ça va ? Et à côté de ça, on l'encadre de plus en plus par les droits du gardé à vue qu'on met en place et qu'on renforce considérablement. Hein, donc là, vous m'ajoutez 2 adjectifs pour faire ressortir l'aspect réforme. Mais votre trame de fond reste la même. D'accord ? Quand le sujet contient à la fois un acteur, donc là plutôt relatif pour l'encadrer, et une notion sujet justement. Alors, donnez-moi un exemple. Le juge... C'est le juge qui va prévaloir plutôt relatif par rapport à... Le juge est la peine privative de liberté. La notion maîtresse du sujet, quelle est-elle? Celle qui va être déterminante du plan. Peine privative de liberté. Hein, la notion maîtresse du sujet, ça va être peine privative de liberté. Sur peine privative de liberté, à votre avis, quelle serait la grande trame qu'on adopterait? Voilà, réinsertion, neutralisation. Bien. Donc, on va ajouter le juge. Le juge, c'est quoi dans la peine privative de liberté? C'est l'artisan de la réinsertion. En même temps qu'il est le maître de la neutralisation. Voilà. Partez de votre trame initiale sur la peine privative de liberté et vous voyez quel rôle joue le juge là-dedans. Quand vous avez un sujet à 2 termes, et c'est la même chose que sur la question la réforme de, quand vous avez un sujet où il y a 2 notions, déterminez quelle est la notion maîtresse sur laquelle vous allez bâtir votre plan. La notion qui va être déterminante du plan, ça sera la notion de fond, toujours. D'accord ? C'est elle qui fait la spécificité du sujet. C'est la notion de fond. Et après ça, vous adaptez vos intitulés, vous introduisez votre deuxième notion dans les intitulés pour montrer ce qui a été fait. Et toujours dans
Non, 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 parce qu'une réforme n'a de sens et n'a d'intérêt que par comparaison à ce qui existait auparavant. Hein, donc ça, ne faites pas une partie ni même une sous-partie sur ce qu'il y avait avant versus ce qu'il y a maintenant, parce que c'est un peu plat, puis c'est pas très intéressant. En revanche, quand vous abordez voilà la promotion, l'encadrement par les droits de la défense, bah dans votre sous-partie consacrée à l'encadrement par les droits de la défense, un petit paragraphe, vous dites voilà quelle était la situation antérieure, et ensuite, vous voyez, vous le distillez partout. On n'insère pas un gros bloc avant, un gros bloc après. On distille un petit peu partout ce qu'il y avait avant. Oui. Ça passe aussi. Non, non, c'est bien, ça passe aussi, c'est moins pertinent. Hein, donc, parce que ce sujet-là, si on vous le donne aujourd'hui, c'est pour les raisons que je vous expliquais hier soir. Hein, c'est que précisément, on veut que vous mettiez en lumière toutes les difficultés qui sont celles du juge. Et les difficultés qui sont celles du juge, c'est notamment ce qu'on expliquait hier, à savoir le fait qu'on lui enjoigne de choisir à l'aveugle entre deux politiques contradictoires. Et là, on est typiquement sur un sujet où on peut respecter cette dynamique, vous voyez, tout en respectant l'impératif de proportion. Voilà, mais ça ne serait pas un mauvais plan, ce que vous indiquez, mais ça serait, à mon avis, moins performant et moins pertinent que l'autre, mais ça ne ferait pas une mauvaise copie. C'est propre. Si par exemple, il y a deux notions comme dignité et maladie... Ça ne veut rien dire. Les chaussures et la veste. La dignité ou la peine. Vous avez déjà vu ça sur le NM ? Non, ça n'a pas de sens. Hein, un truc qui veut dire un truc, quoi. Hein, un truc qui a un sens, parce que la dignité et la peine, enfin, on s'en fout un peu, non ? Vous voyez, il n'y a pas vraiment de sens entre ces deux notions-là. On n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans l'esprit type ENM. Ou sinon, trouvez-moi un exemple où il y a une véritable occurrence entre les deux notions, mais la dignité et la prison, c'est un peu étroit, hein, me semble-t-il. Hein. La dignité et l'emprisonnement, c'est un peu sujet bite de mouche. Hein. Non, mais concrètement, la dignité. Non, mais moi je veux dire, mais c'est pas difficile. Vous le traiteriez comment, vous, la dignité en prison ? Enfin, c'est un sujet nunuche, hein. Mais. Relative de la notion de dignité. C'est difficile de parler d'encadrement de la dignité. Domaine régime, ça serait le bon réflexe. Hein. Domaine, à quelle mesure est-ce que ça s'applique ? Et régime, quelles sont les sanctions, le cas échéant du défaut de dignité. Mais c'est vraiment un sujet à la con, quoi. Il n'y aura jamais un grand principe. S'ils veulent vous emmener sur la dignité, ils vous colleront la dignité. Vous voyez, parce que la dignité en prison, c'est tout au plus une question de QRC, quoi. C'est pas une question de disserte. Hein, c'est un peu fastoche, quand même, non ? Doute, interrogation, angoisse, encore allez-y, c'est le moment. Hein. Videz vos sacs, là. Juste pour mettre en application toute cette méthodologie, du coup, parce que ça ne sert à rien de l'apprendre bêtement, est-ce que vous nous conseillez de prendre ça avec nous au concours blanc ? Oui, ça serait bien que vous l'ayez avec vous lors du premier concours blanc, hein, parce qu'il va arriver vite, donc vous n'aurez pas le temps de l'avoir en tête, et puis essayez de l'appliquer. Hein. C'est vraiment votre boîte à outils, là. Hein. C'est votre boîte à outils. Donc, à terme, ce qu'il va falloir que vous fassiez à terme, c'est que vous fassiez une fiche grande problématique, piste de problématisation. Hein. Vous reprenez ça, vous les apprenez par cœur. Faites-vous une fiche, les grands plans classiques, vous les apprenez par cœur, et ça, c'est votre boîte à outils. Vous savez que la problématique sur votre sujet, elle est forcément là-dedans, que votre plan sur votre sujet, il est forcément sur l'autre fiche. Et il faut les avoir parfaitement en tête de manière à ce que le jour J, tout ça devienne du réflexe. Vous savez ce qui fait la bonne copie ENM ? Ce qui va faire la bonne copie ENM, c'est le temps de rédaction dont vous allez disposer.
C'est le temps de rédaction dont vous allez disposer. On voit trop souvent sur des épreuves de 5 heures. 5 heures, c'est beaucoup. En 5 heures, on a de quoi rendre une belle copie, bien rédigée, bien soignée, avec des belles transitions, etc. Et vous vous mettez toujours dans des situations où vous devez rédiger à l'arrache. Hein? Et ça, c'est pas possible. Concrètement, on commence à rédiger, il faut qu'on ait 4 heures de rédaction. Il faut qu'on ait... Ben oui, vous pouvez pas... Enfin, comment voulez-vous rendre une copie à la hauteur quand vous commencez à rédiger au bout de 2h30? Mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant 2h30? Vous avez cherché un plan, mais en 2 minutes, tenez-moi n'importe quel sujet, en 2 minutes on le sort le plan. Mais voilà, ce que je veux dire, j'arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous aurez de temps de rédaction, meilleure sera la copie. Et si vous partez, l'idée, voyez, avec une bonne maîtrise de la méthodologie de la dissertation, l'idée c'est, je dégage rapidement mes pistes de problématisation, d'accord? Je dégage rapidement quelle sera ma construction, ok? Je sélectionne plus vite que les autres mes éléments de réponse parce que je pars pas comme un couillon à faire des listes de tout ce à quoi le sujet me fait penser. Vous voyez, j'ai l'acte d'emblée, comme ça j'évite de rédiger sur des conneries. Hein? Donc, j'ai un plan propre, j'ai peu d'éléments de réponse. Au bout d'une heure maxi, ça y est, je pars, je rédige. J'ai 4 heures de temps de rédaction. J'ai le temps de bien jouer le jeu de la rédaction à l'évocation d'intro, parce que bien rédiger une dissertation, c'est difficile. Mais même quand on écrit bien, je veux dire, hein, c'est difficile, bien exploiter un exemple, bien mettre en valeur dans sa rédaction tel aspect d'actualité dont on veut que le correcteur le voit. Voilà, il faut avoir le temps de rédaction. 4 heures, c'est la bonne durée. 4 heures, c'est la bonne durée. Il faut commencer à rédiger au bout d'une heure. Et c'est grand luxe, hein. C'est grand luxe parce que n'importe quel sujet, en principe, 5 minutes, je dégage la problématique, 5 minutes, je dégage le plan, 5 minutes, je dégage les éléments de réponse. Au bout de 15 minutes, on part, hein. On peut pas... Non mais c'est vrai. Non mais hey, il faut pas être lent à l'allumage, hein, les chouchous, hein, parce que... D'accord, il faut gagner du temps de rédaction. Hein, et dites-vous que tout le temps de rédaction que vous gagnerez sur les autres, ça sera forcément une meilleure qualité de copie, au final. Hein, et quand je dis on soigne la rédaction, ça ne veut pas dire on soigne le style. C'est pas ça. C'est simplement, attention, je hiérarchise bien mes idées dans les développements, je place tel exemple avant tel autre parce qu'ils s'enchaînent mieux que ça. Vous voyez, tout ça, ça se réfléchit après. Hein. Le problème, c'est que vous arrivez déjà avec beaucoup trop d'exemples que vous livrez dans des plans qui tiennent pas debout. Hein, qui tiennent pas debout, donc c'est un peu branlant, quoi, on ne sait pas si ça va là plutôt que là, etc. Et on tâtonne, vous tâtonnez constamment. Hein, et vous avez plus le temps, de hiérarchiser correctement vos idées à l'intérieur, parce que vous êtes tellement à la ramasse sur le reste, que je suis sûre, il y en a certains, on lit les copies, je suis certaine qu'il y en a qui se donnent que 2 heures de rédaction. Mais qu'est-ce que vous foutez pendant 3 heures, quoi? Enfin, je sais pas, faut pas partir en champignon, on est en épreuve, là, on joue sa carrière, enfin. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? On démarre, allez. Oui, alors, on m'avait dit qu'il fallait... Quand ça commence comme ça, moi, on m'avait dit que... Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Qu'il fallait absolument mentionner les numéros d'articles. À chaque fois qu'on parle d'une référence, mettre le numéro d'article. On s'en fout. Et on s'en fout. On s'en fout aussi. Non. Même dans l'intro, mettre le numéro d'article. On s'en fout. Mais non. Mais vous imaginez le correcteur avec une bonne copie, une bonne problématique, un bon plan, des bons éléments de réponse. Ouais, copie à 15-16, génial. Ah, il a mis 121.2 au lieu de 121.3. Allez. 5. Non, ça se passe pas comme ça. Non, vous en faites pas. Vous en faites pas pour ça. C'est bien, quand vous parlez des principes directeurs du droit pénal de fond, c'est important de savoir que l'interprétation stricte, c'est 111.4. C'est important de savoir que
l'élément qui définit la teneur de l'élément moral, c'est 121.3, que la complicité, c'est 121.6. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez déjà manié ces articles-là. Donc tout ce qui est principe directeur du droit pénal et de la procédure pénale, oui, c'est mieux si vous mentionnez les numéros d'articles. Si vous les mentionnez pas, vous n'aurez pas un point en moins, vous voyez. C'est comme ces couillons qui, parce qu'ils ont rien à vous dire, vous disent, bah, faut pas conjuguer tes verbes dans tes titres, hein, tu sais. Ok, merci, avec ça, je suis vastement avancée en méthodo. Voilà. Non, c'est secondaire. Dans l'idéal de la dissertation, on est précis. Dans l'idéal de la dissertation, on est précis, mais ça ne fera pas votre note. Vous pouvez rendre une copie sans aucun numéro d'article et avoir 18. D'accord, hein? Donc, dans l'idéal, moi je vous dis, on maîtrise bien les numéros des principes directeurs du droit pénal. On sait où est la légalité, on sait où est la non-rétroactivité, on sait où est la complicité, on sait que la tentative c'est 121.4. Ah, stop, mais vous en avez 10 à retenir, quoi. Hein? Le reste, c'est pas grave. Et en tout cas, on ne perd pas de temps. Voilà. On ne perd pas de temps à aller fouiller dans son code de procédure pénale pour vérifier un numéro. Voyez? Et pour ce qui est articles et jurisprudence, on les recopie jamais, je suppose. Articles et jurisprudence. Par exemple, est-ce qu'on recopie un article dans son entier ou et jurisprudence, est-ce que plutôt on la reformule ou Non, non, bah déjà, à part les grands attendus de principe que vous devez connaître, genre la Cour qui définit le commencement d'exécution, genre Assemblée plénière 15 avril 2011, etc. Ceux-là, vous les connaissez. Et ceux-là, vous les restituez intégralement parce que ce sont des arrêts fondateurs de ce qu'est le droit pénal aujourd'hui. Et c'est pas la peine de faire une mauvaise paraphrase de ce qui a été mieux dit par la Cour de cassation. Voyez, le reste, bah, vous résumez la position de la Cour de cassation en une phrase, en ce sens, voire tel arrêt, point, fin de la parenthèse, quoi. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. D'autres, oui. Vous allez dire que sans doute ça on le fait en 2 minutes, donc on a le temps de le faire dans les 15 minutes qu'on sera parti pour construire l'intégralité du devoir, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque en commençant à rédiger 1 heure après, ensuite de se rendre compte qu'à l'intérieur par exemple d'un petit A, on a inséré quelque chose qui, dans le 2 par exemple, qui relevait plutôt de la première partie et de se rendre compte... De faire une connerie et de se rendre compte une fois qu'on l'a faite. Mais ça, vous l'avez aussi quand vous rédigez au bout de 2 heures, hein, vous savez. On a pu avoir le temps de répartir chaque article. Non, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En principe, dans un plan qui est conçu de façon rigoureuse, chaque chose a sa place naturelle. Donc si vous mettez un truc ici à la place d'un autre... Vous voyez, c'est pas normal, quoi. Hein, Tipex, hein? Bon. Ça va sur mon 1, 2, on part sur le AB. Une fois qu'on a trouvé grand 1, grand 2. Une fois qu'on a trouvé grand 1, grand 2. Mais j'aime bien ces séances-là, ça fait un peu de thérapie de groupe. Hein. Il y a toutes les angoisses des uns et des autres qui ressortent. On voit vos terreurs nocturnes les plus folles. Voilà, j'ai pas mis l'article, je vais me faire buter. Voilà, j'ai souligné en vert, j'ai mis un vert dans mon titre, flagelle-moi. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins formel que ce que vous imaginez. Ça se joue pas là-dessus. Et après ça, je sais bien que c'est pas de votre faute. Hein, c'est parce que je crois qu'une grande partie du problème, non pas qu'on soit meilleur que les autres, simplement la différence peut-être, c'est qu'on s'est vraiment intéressé à ce concours-là, qu'on a vraiment regardé les copies chaque année, qu'on regarde les corrigitifs chaque année, qu'on sait comment c'est corrigé. Et je suis pas sûre que dans les IEJ de part et d'autre, les gens n'aient jamais été voir ne serait-ce qu'une copie de l'ENM et ne se soient jamais questionnés une seule fois sur les attentes de ce concours-là. Le problème, c'est que vous avez un tel mépris de l'universitaire pour tout ce qui est praticien, et l'universitaire croit toujours tellement à avoir parole de vérité que ce que font les autres, il s'en fout un peu, vu que lui fait forcément mieux que ce que font les autres. Quand on passe un concours, quel qu'il soit, on s'adapte aux exigences de ce concours-là. Hein, c'est pas au concours de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au concours. Et les exigences du concours, bien souvent, ce qu'on vous en donne, c'est faussé. C'est faussé. Les magistrats eux-mêmes, ceux qui vous corrigent, ne savent pas situer précisément les articles dans le code pénal. Les jurisprudences, mais ils connaissent celles de l'année, mais pas les autres. Pas les autres. Ils ont les mains dans le cambouis, quoi. Hein, ils bossent. Hein, on est en juridiction, le but du jeu c'est de sortir des jugements, le but du jeu c'est d'orienter correctement les acteurs de l'enquête quand on est au parquet et de le faire rapidement en temps réel, et on n'a pas le temps de se tirer la nouille sur des conneries. Et je vous assure, je vous l'assure que personne n'ira vous mettre des points en moins sur des considérations à la con. Par contre,
Par contre, là où on vous attendra, c'est sur une bonne maîtrise des mécanismes, sur effectivement une bonne connaissance des fondamentaux, sur une mise en perspective convenable de l'actualité. Vous voyez, les véritables préoccupations, elles sont là. Donc, vous trompez pas d'exigence, laissez de côté toutes ces préoccupations qui sont très secondaires finalement, qui sont très secondaires. Ce n'est pas là, voilà, enlevez toutes ces angoisses-là, essayez de faire un truc qui tient la route sur le fond. Et qui parle au magistrat qui vous corrigera. C'est juste ça qu'on vous demande. Et c'est pas compliqué, simplement, ça suppose de l'entraînement et puis ça suppose de gagner du temps, de bien gérer son temps d'épreuve aussi. Et on peut pas rédiger au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop court pour faire un truc bien. Beaucoup trop court. Bon, une fois qu'on a 1, 2, on va chercher AB. AB, c'est assez simple. Toutes les grandes oppositions qu'on n'a pas utilisées sur grand 1, grand 2, on peut s'en servir sur grand A, grand B. Bah ouais. Imaginez, grand 1, c'est vérité à l'égard de la notion sujet. Grand 1, c'est vérité à l'égard de la notion sujet. C'est vérité pourquoi? Grand A, c'est vérité car incrimination élargie. Grand B, c'est vérité parce que répression renforcée. Vous voyez, tout ça, c'est du Lego après. D'accord? Tout ce qu'on n'a pas utilisé sur 1, 2, on peut l'utiliser sur A, B. Alors, en plus de ça, il y a des oppositions spécifiques à grand A, grand B. Il y a des oppositions spécifiques à grand A, grand B qu'on ne pourrait pas utiliser en 1, 2 parce qu'elles sont un peu trop simplettes, mais qui en grand A, grand B, en sous-partie, passent très très bien. Législateur juge. Législateur juge, c'est une opposition très bonne pour A, B. Droit européen, droit national. Condition, effet. Même le principe exception, ça marche très bien sur A, B. Mécanisme, résultat. Les mécanismes de l'influence, les résultats de l'influence. C'est très bien ça aussi. Quand vous faites un grand 1 sur l'influence croissante de telle notion. Grand A, les mécanismes de l'influence. Grand B, les résultats de l'influence. Vous voyez, partez sur des choses simples, là encore, sur A, B. Donc tout ce qu'on n'a pas utilisé pour 1, 2, plus quelques petites oppositions comme ça, qu'on a bien en tête, qui sont faciles à tenir. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir des trucs qu'on pourra tenir jusqu'au bout. Entendu? Un législateur juge, vous pouvez tous me le tenir. Grand A, l'incrimination élargie à l'initiative du législateur. Grand B, l'incrimination élargie à l'initiative du juge. Autre opposition, contenu de la répression, mise en œuvre de la répression. Quand vous avez un grand 2 sur la répression renforcée, grand A, une répression renforcée quant à son contenu. Grand B, une répression renforcée quant à sa mise en œuvre. Contenu, mise en œuvre. C'est très bien. C'est un fond-forme en fait, d'accord? Ça va? Voilà donc ce qu'on utilise sur A, B. Oui? Il peut y avoir aussi des sanctions, par exemple, manifestation, portée ou influence, les caractéristiques. Je vois pas. Alors les caractères, je vois pas tellement l'opposition de fond là. C'est pas vraiment une opposition, c'est plus un enchaînement. Voilà. C'est pas forcément conseillé. Là, spontanément, ça me parle pas. Donc je vous dirais, ça me parle pas parce que c'est pas explicite pour moi. Et je me dis, si c'est pas explicite pour moi, ça sera probablement pas explicite pour quelqu'un d'autre. Donc il faut là aussi que sur les sous-parties, c'est la même chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne tout de suite en quoi A n'est pas la même chose que B. D'accord? Quand vous mettez législateur-juge, je comprends bien que le législateur et le juge, c'est pas la même personne. Vous voyez? Quand vous mettez caractéristiques influence, je vois pas tellement en quoi l'influence participe pas des caractéristiques et inversement. Vous voyez? Ou sinon, il faut l'intituler autrement. Contenu porté. Là, je comprends. Là, ça me parle. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, il faut faire attention. Et là, oui. Mais il faut faire attention avec la terminologie qu'on emploie dans les intitulés, y compris dans les intitulés des sous-parties, à ce qu'ils soient clairs, mais pas que pour vous, aussi pour les personnes qui vous lisent. Et surtout qu'il n'y ait pas de recoupement possible.
Vous voyez, législateur, juge, on sait bien que ça ne va pas se recouper. Ça va? Oui, mais c'est vrai que c'est... Quand vous dites que c'est facile, c'est vrai, mais comme à l'IEJ, on nous dit l'inverse. Moi, par exemple, dans mes copies, j'avais fait droit européen, droit national, ou l'inverse en A et B, et on m'avait dit que c'était pas bon, quoi. Il fallait pas faire comme ça. Écoutez pas. Oui, non, mais oui. Et n'écoutez pas. Encore une fois, la source fiable que vous avez, c'est les meilleures copies du concours. D'accord? Regardez-les, elles fonctionnent là-dessus. Et si à l'IEJ on vous dit ça tient pas, vous dites, bah, regarde, là il y a un 17 sur la même chose, donc ta gueule, quoi. Non mais clairement, non mais c'est hyper énervant parce que c'est des gens qui justifient leur existence quelque part en faisant mousser une pseudo-complexité qui n'existe pas. Tu vois, le NM, c'est un truc inaccessible. Déjà, tu l'auras jamais. Hein. Et c'est un petit peu le discours ambiant depuis la première année. Hein. Magistrat, faut pas rêver, vous l'aurez pas. C'est beaucoup trop difficile, etc. Bon, on va faire des plans qui veulent rien dire. Tu comprends rien, mais c'est parce que t'es trop bête. Enfin, vous voyez, des trucs un petit peu comme ça, quoi. Non, franchement, ces gens-là méritent des claques. Ces gens-là méritent des claques. Amenez-leur les meilleures copies de l'ENM. Encore une fois, leur amenez pas vos notes parce qu'ils vont dire, amenez-leur les meilleures copies de l'ENM. Voilà, c'est ça qui compte. La vraie source est là. Et les meilleures copies, amenez-leur les corrigés types. Je ne sais pas s'ils les publient maintenant ou pas, leurs corrigés types, mais les corrigés types qui sont donnés aux correcteurs, c'est des trucs extrêmement simples. Et là, le droit européen, le droit national, le législateur juge pas sur 1-2, hein. Attention, hein, sur 1-2, c'est pas bon. Sur AB, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, tous ces sujets de droits fondamentaux, du type le procès équitable, les droits de la défense, etc., on ne peut pas faire autrement. Donc, véritablement, d'expérience, je peux vous dire que, et ici on a beaucoup de mal à trouver des enseignants avec qui on pourrait travailler, justement parce que on se rend compte que les gens ne connaissent pas ce concours-là. Qu'ils enseignent à l'IEJ ou ailleurs, ils ne connaissent pas. Et donc ils passent leur temps à déblatérer n'importe quoi, du style tu connais tes articles, tu conjugues pas tes verbes, tu soulignes en vert, tu apprends tes jurisprudences, et ils vous racontent des conneries à longueur de temps, et pas une seule fois, on a un semblant de plan convenable. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un revenir avec un plan un tant soit peu convenable d'un IEJ, quoi. Dans les corrigés qu'on vous donne, j'entends. Donc, vraiment, mettez-moi tout ça de côté et dites-vous que ce qu'on attend de vous, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Mais attention, il faut bien le maîtriser et ça va rouler. Ça va rouler et vous gagnerez du temps de rédaction et ça sera très bien et ça parlera au correcteur. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de vous compliquer la vie. C'est suffisamment difficile comme ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous explique demain. Alors, on se voit demain, nous. Hein. Alors, demain matin. Demain, je vous explique comment on rédige les développements. D'accord ? Je vous fais la méthode du cas pratique dans la foulée. J'en ai pas pour longtemps sur la méthode du cas pratique et ensuite on enchaîne sur les premiers sujets qu'on traite ensemble et en principe après ça vous aurez toute votre boîte à outils, vous serez opérationnel. Est-ce qu'en A et B, phase de mise en état, C'est bien, aucun problème. Sur des sujets de procédure, c'est très bien. phase de mise en état, mais en cas